Il y a des moments dans la vie où le sol se dérobe sous nos pieds, où tout ce que nous croyions stable, certain et inébranlable s'effondre soudain dans le silence. Le travail qui donnait sens à notre existence disparaît. La relation qui semblait éternelle se dissout du jour au lendemain. Le rêve que nous avons bâti pendant des années s'écroule sous le poids de la déception. Dans ces moments-là, le temps ralentit. Le bruit s'estompe. Il ne reste qu'un sentiment d'échec accablant, brut, humiliant, sans filtre. C'est un sentiment que personne ne souhaite affronter, et pourtant, chaque être humain le ressent un jour ou l'autre. C'est la chute universelle, l'effondrement entre ce que nous pensions être et ce que nous sommes vraiment. La société nous dit de nous relever vite, de masquer la douleur, de passer à autre chose, avant même que la blessure ne soit visible. Mais au fond de nous, quelque chose de plus profond nous appelle à nous arrêter, à respirer, à comprendre. Car la vérité est la suivante, la remontée n'a aucun sens sans la chute. On ne peut connaître la force sans avoir été brisé. On ne peut connaître le courage sans avoir tremblé. Et nous ne pouvons découvrir notre véritable nature que lorsque le masque de la perfection se brise en 1000 morceaux à nos pieds. Chaque personne qui écoute ces lignes a une histoire de chute à raconter, une histoire qu'elle porte enfouie au plus profond d'elle-même. Peut-être s'agissait-il d'un échec public, de ceux qui suscitent la pitié. Ou peut-être était-il intime, le désespoir silencieux de se réveiller chaque matin et de faire semblant d'aller bien alors qu'à l'intérieur, on se déchire. La chute n'est pas la fin de l'histoire, même si on a souvent cette impression. C'est le chapitre qui met à l'épreuve les limites de notre humanité, où nous rencontrons les affres de la honte, de la déception et de la vulnérabilité. C'est là que nous apprenons qui nous sommes vraiment, loin des regards. Ce que Brené Brown a découvert, et ce qu'elle partage à travers son travail, c'est que se relever avec force ne consiste pas à feindre l'intrépidité. Il s'agit d'oser l'honnêteté. Il s'agit d'avoir le courage de tout ressentir, la culpabilité, le chagrin, la confusion sans anesthésier ses émotions, sans les fuir, sans les dissimuler derrière une fausse force. Et si la véritable force ne résidait pas chez ceux qui ne tombent jamais, mais chez ceux qui apprennent à se relever lentement, avec difficulté, mais en gardant les yeux ouverts? Nous vivons dans une culture qui célèbre les réussites, mais occulte la vérité complexe et douloureuse de ce qui se passe entre l'échec et la rédemption. Parcourez les réseaux sociaux et vous ne verrez que les moments forts, les victoires, les sourires, la perfection illusoire. Ce que vous ne verrez pas, ce sont les nuits blanches, les doutes, les prières murmurées en silence. On nous a conditionnés à croire que la lutte est une faiblesse, que la vulnérabilité est dangereuse et que le courage est bruyant et visible. Mais le vrai courage, comme le révèle Brown, est souvent discret. Il se manifeste dans l'intimité, dans ces moments où personne ne nous encourage, où personne ne reconnaît notre souffrance. Il réside dans le fait de se relever après une chute, en sachant pertinemment que l'on pourrait retomber. Il réside dans le choix d'être présent, même le cœur encore meurtri. Le chemin de la renaissance n'est pas linéaire. Ce n'est pas une trajectoire linéaire et cinématographique où l'on tombe, apprend, puis triomphe dans un rythme parfait. C'est chaotique. C'est brut. Parfois, on croit s'être relevé, pour retomber d'une manière légèrement différente. Parfois, la leçon dont nous avons besoin se cache au cœur même de la douleur que nous avions juré de ne plus jamais affronter. Le véritable combat est intérieur, entre la part de nous qui veut rester insensible et celle qui sait que la guérison ne peut venir que de la prise de conscience. Et c'est là le paradoxe de la condition humaine, nous aspirons à la certitude, pourtant la croissance naît de l'incertitude. Nous aspirons au contrôle, pourtant la transformation commence dès l'instant où nous y renonçons. La chute nous contraint à cet abandon. Elle brise l'illusion que nous maîtrisons tout. Elle nous humilie, nous dépouille, nous confronte à nos limites. Mais elle ouvre aussi quelque chose de sacré, la possibilité de recommencer, cette fois à partir de la vérité, et non d'une illusion. Imaginez un enfant qui apprend à marcher. Chaque chute n'est pas accueillie avec honte, mais avec encouragement. On applaudit, on acclame, on célèbre l'effort. Mais à un moment donné, en devenant adulte, nous cessons de célébrer nos efforts et commençons à juger nos échecs. Nous cessons de considérer la chute comme une étape de notre croissance et comme la preuve que nous ne sommes pas à la hauteur. C'est le drame de notre conditionnement, nous apprenons à cacher les expériences mêmes qui nous rendent entiers. Pour nous relever plus fort, nous devons d'abord désapprendre cela. Nous devons reconquérir le droit de tomber et d'échouer, de ressentir, d'être imparfaits sans pour autant nous abandonner. Et cela commence par un simple acte de courage, affronter notre propre histoire. Chaque chute recèle une histoire que nous avons peur de raconter,
un récit que nous avons réduit au silence par crainte de ce qu'il révèle de nous. Mais tant que nous ne l'affrontons pas, tant que nous ne la regardons pas sans détourner le regard, nous restons prisonniers de ce récit. Dès l'instant où nous nous tournons vers notre douleur avec honnêteté, l'histoire commence à changer. C'est le premier miracle discret de la Renaissance, la prise de conscience que nous ne sommes pas définis par ce qui nous a brisés, mais par la façon dont nous choisissons d'y faire face. Pensez aux fois où vous êtes tombé au moment où vous pensiez ne jamais vous relever. Le chagrin qui vous a déchiré. Le rejet qui a semé le doute en vous. L'échec qui vous a amené à vous interroger sur votre raison d'être. Et si ce n'était pas des fins, mais des invitations? Des invitations à devenir plus authentiques, plus ancrés, plus vivants. Et si la chute était la façon dont la vie nous invite à nous réveiller, à cesser de jouer un rôle, à cesser de faire semblant, à commencer à vivre en accord avec nos valeurs? Se relever plus fort ne consiste pas à effacer la douleur. Il s'agit de l'intégrer, de la laisser devenir le terreau fertile où germe une force nouvelle. La douleur, lorsqu'on l'aborde avec compassion, se transforme en sagesse. L'échec, lorsqu'on l'assume sans honte, devient un fondement. La vulnérabilité, lorsqu'on l'accueille au lieu de la craindre, devient une force. Et pourtant, ce processus exige quelque chose que nous nous accordons rarement, du temps. Du temps pour ressentir, pour questionner, pour se briser et se reconstruire. Du temps pour accepter l'inconfort sans chercher à se distraire. Dans un monde accro aux solutions rapides, la lenteur de la reconstruction semble insupportable. Mais c'est dans cette lenteur que la transformation s'opère. Lorsque nous nous autorisons à tomber complètement, à toucher le sol de notre propre humanité, nous comprenons enfin ce que signifie se relever plus fort. Ce n'est pas qu'une métaphore, c'est un appel au courage. C'est un appel à cesser de vivre à moitié, terrifié par l'échec, par le jugement, déconnecté de nos propres aspirations. Car la vérité est que la chute n'est pas l'opposé du relèvement, elle en est le commencement. Elle est la preuve que nous osons l'impossible, que nous participons à la beauté brute et imprévisible de la vie. Et c'est peut-être là l'essentiel, non pas éviter de tomber, mais apprendre à se relever avec grâce, encore et encore. La chute qui précède le relèvement n'est pas une tragédie. Elle est le berceau de toute histoire qui mérite d'être racontée. Toute philosophie qui change le monde commence par une blessure, un moment où l'on ose considérer la douleur non comme une malédiction, mais comme une invitation. Pour Brené Brown, ce moment est survenu lorsque ses propres recherches l'ont confrontée à une réalité crue. Elle avait passé des années à étudier la honte, la vulnérabilité et le courage, enseignant que vivre pleinement signifiait accepter l'imperfection et oser se montrer tel qu'on est. Pourtant, un après-midi, après avoir présenté ses travaux à un public enthousiaste, elle a quitté la scène, effondrée. Son corps tremblait, sa poitrine se serrait, et son esprit était assailli d'autocritique et de honte. Malgré tout son savoir, elle se retrouvait prisonnière des émotions mêmes qu'elle avait étudiées. C'est de ce paradoxe, cet espace entre théorie et vérité qu'est né Rising Strong. Elle a compris que la vulnérabilité ne se résumait pas à oser l'impossible, comme son précédent ouvrage l'avait démontré, mais concernait aussi ce qui se passe après avoir osé échouer, après avoir plongé de plein fouet dans les méandres de notre propre humanité. Car le courage, aussi magnifiquement défini soit-il, ne vaut rien si l'on ne peut se relever de ses conséquences. Le principe de « se relever » est à la fois simple et radical, si nous sommes assez courageux, nous tomberons, et ce, assez souvent. Et le seul moyen de vivre une vie pleine et riche de sens est d'apprendre à se relever après une chute, non pas en faisant comme si elle n'avait jamais eu lieu, non pas en enfouissant la douleur sous le poids des occupations ou de l'amertume, mais en assumant pleinement notre histoire. La philosophie de Brown ne promet pas d'être à l'abri de l'échec, elle promet une transformation grâce à lui. Elle nous invite à affronter de front la tempête de l'inconfort, à faire face aux histoires que nous nous racontons lorsque nous souffrons, et à les réécrire avec vérité et compassion. Au fond, Rising Strong est une analyse du retour en force, la science et l'âme de ce qu'il faut pour se relever après une épreuve. Mais il ne s'agit pas d'un cliché motivationnel. Brown ne romantise pas la douleur ni ne glorifie la lutte. Au contraire, elle l'étudie comme une scientifique, l'examine comme une philosophe et la vie comme un être humain. Son travail s'appuie sur des milliers d'histoires recueillies au fil d'années de recherche, des histoires de leaders, d'artistes, de soldats, de parents et de gens ordinaires qui ont osé la vulnérabilité, sont tombés et ont trouvé le moyen de se relever. De ces histoires a émergé un schéma, un processus, une vérité universelle qui nous unit tous. C'est ce qu'elle appelle la prise de conscience, le tumulte et la révolution, les 3 étapes du retour en force. La prise de conscience, c'est lorsque nous reconnaissons nos émotions et affrontons notre histoire au lieu de la fuir.
Le tumulte, c'est lorsque nous creusons plus profondément, remettons en question les récits que nous avons créés et faisons face à la vérité complexe qui se cache derrière. Et la révolution survient lorsque nous choisissons d'écrire une nouvelle fin, une fin ancrée dans le courage, l'empathie et l'authenticité. Ce processus n'est pas abstrait, il est profondément humain. Il parle à quiconque a déjà passé des nuits blanches à repasser en boucle une conversation qui a mal tourné, à quiconque a ressenti la douleur du rejet, à quiconque a échoué, en public ou en privé, et s'est demandé, et maintenant ? Pour comprendre l'importance de cette philosophie, il faut examiner le contexte culturel dans lequel elle a émergé. Nous vivons à une époque qui célèbre le triomphe mais occulte le chemin qui y mène. Des secteurs entiers se sont construits sur l'illusion d'un succès sans effort, les influenceurs des réseaux sociaux qui montrent le résultat sans jamais montrer les efforts, les entreprises qui exigent une performance constante sans tolérer l'échec, les systèmes éducatifs qui récompensent la perfection mais punissent la curiosité. On nous a appris à nous blinder de perfection, à ériger des murs émotionnels si hauts que nous en oublions même ce qu'ils renferment. Dans un tel monde, l'idée d'affronter notre souffrance paraît radicale. Admettre nos erreurs semble être un signe de faiblesse. Ressentir de la honte paraît dangereux. Or, les recherches de Brown ont révélé une chose étonnante, les émotions même que nous fuyons sont celles qui nous rendent résilients. La capacité à ressentir pleinement et sans défense est ce qui nous permet de grandir. La vulnérabilité n'est pas un handicap, elle est le terreau du lien, de la créativité et du courage. Lorsque Brené Brown a commencé à parler publiquement de la honte et de la vulnérabilité, elle s'attendait au scepticisme. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est à la profondeur de l'écho que ses paroles ont suscité. Sa conférence TED, Le pouvoir de la vulnérabilité, est devenue l'une des plus visionnées de l'histoire, non pas parce qu'elle offrait une solution miracle, mais parce qu'elle disait vrai une vérité si simple et si souvent ignorée, nous avons tous peur de ne pas être à la hauteur. Derrière chaque réussite, chaque relation, chaque ambition se cache la peur sourde du rejet, de l'échec ou du sentiment d'indignité. Mais lorsqu'elle a commencé à recevoir des messages de personnes affirmant que ses idées avaient changé leur vie, elle a remarqué un point commun dans leurs témoignages. La transformation ne s'est pas produite lorsqu'elles ont décidé d'être courageuses. Elle s'est produite après une chute, après la promotion manquée, la rupture inattendue, le rêve brisé. Elles se sont relevées, non pas en niant la douleur, mais en l'affrontant. Cette prise de conscience est devenue la pierre angulaire de son livre, Rising Strong. Il est important de comprendre que cette philosophie n'est pas née d'un triomphe, mais d'une épreuve. Après que ses recherches sur la vulnérabilité soient devenues virales, Brown s'est retrouvée accablée par le poids de son propre message. L'exposition médiatique était accablante, l'attention du public a amplifié toutes les insécurités qu'elle avait tenté de dissimuler. Son instinct l'a poussée à se replier sur elle-même, à reprendre le contrôle, à se réfugier derrière la perfection. Mais elle savait que cela trahirait les principes mêmes qu'elle enseignait. Alors, elle s'est tournée vers l'intérieur, devenant à la fois chercheuse et sujet. Elle a découvert que la guérison émotionnelle, psychologique et spirituelle suit un schéma précis. Elle commence par la prise de conscience, la confrontation avec nos émotions. Puis elle s'approfondit grâce à la curiosité, l'exploration de notre histoire personnelle. Enfin, elle se transforme par le choix ou la révolution qui nous permet de vivre autrement. Ce processus n'est pas réservé aux forts ou aux personnes éclairées. Il est accessible à quiconque est prêt à affronter son propre vécu. Brown cite souvent le discours de Theodore Roosevelt intitulé « L'homme dans l'arène », qui a largement inspiré son œuvre. Ce n'est pas le critique qui compte, le mérite revient à celui qui est réellement dans l'arène, le visage marqué par la poussière, la sueur et le sang. Pour elle, se relever plus fort décrit ce qui se passe ensuite une fois la poussière retombée, les applaudissements éteints, après avoir été mis à terre par la vie. Car il est facile de citer Roosevelt quand on est au sommet de sa gloire, il est bien plus difficile de vivre selon ses propres paroles après un échec. Mais l'arène de la vie ne s'arrête pas à notre chute. Elle se poursuit dans l'acte discret et humble de se relever. À bien des égards, se relever plus fort est la suite de ce discours ou la suite tacite qui répond à la question « Que se passe-t-il ensuite ?» Ce livre nous invite à devenir à la fois le héros et le narrateur de notre propre histoire, à assumer la responsabilité des passages que nous voudrions effacer. Dans ses recherches, Brown a constaté que les personnes les plus courageuses n'étaient pas celles qui fuyaient leurs émotions, mais celles qui les géraient consciemment. Elles avaient appris à cueillir leurs sentiments, à remettre en question la première version du récit que leur esprit leur racontait après une expérience douloureuse. Par exemple, face au rejet, le cerveau élabore immédiatement un scénario « Je ne suis pas à la hauteur. Ils ne se sont jamais souciés de moi. Je n'y arriverai jamais. »
Ces histoires nous protègent de souffrances supplémentaires, mais elles nous emprisonnent aussi. Se relever, c'est faire une pause avant d'y croire, se demander « Quelle histoire est-ce que je me raconte en ce moment ?» C'est dans cette pause que la transformation commence. Car nommer notre histoire, c'est se la réapproprier. Et une fois réappropriée, on peut la réécrire. Cette philosophie dépasse le simple cadre psychologique, c'est une révolution spirituelle. Elle remet en question l'illusion de pouvoir vivre courageusement sans se montrer vulnérable. Elle déconstruit le mythe selon lequel la force rime avec invulnérabilité. Et elle nous rappelle qu'aucune véritable croissance n'est possible sans inconfort. Le principe de « se relever fort » n'est pas d'éviter de tomber, mais de tomber en pleine conscience ou de tomber avec lucidité, curiosité et compassion. Lorsque nous tombons inconsciemment, nous sombrons dans la honte, la culpabilité et le déni. Mais lorsque nous tombons consciemment, nous accédons à la sagesse. La douleur devient un guide, non une punition. L'échec devient un retour d'information, non une fatalité. Chaque chute devient une porte ouverte sur notre humanité retrouvée. Pour saisir toute la portée de ce message, considérons comment il s'applique à chaque dimension de la vie. Dans les relations, se relever avec force signifie avoir le courage d'affronter les conflits au lieu de les éviter, d'admettre ses erreurs et d'écouter quand on souffre. En matière de leadership, cela signifie créer des espaces où chacun peut se tromper sans crainte et apprendre ouvertement, au lieu de prétendre que la perfection est la norme. En matière de créativité, cela signifie oser partager son travail avec le monde, sachant qu'il peut être rejeté, mais choisir de créer malgré tout. En tant que parent, cela signifie donner l'exemple d'une honnêteté émotionnelle, enseigner à nos enfants que la résilience ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à toujours se relever. Et dans notre vie intérieure, cela signifie apprendre à accueillir nos émotions avec douceur, sans jugement, à nous traiter comme nous traiterions un ami cher qui réapprend à se relever. L'œuvre de Brown n'est pas un manuel pour les intrépides. C'est un guide pour l'être humain. Elle reconnaît que la vie nous blessera, que la déception nous frappera et que parfois la chute semblera insupportable. Mais elle insiste aussi sur le fait qu'il y a un sens au cœur même de l'épreuve. Chaque histoire, aussi douloureuse soit-elle, recèle un potentiel de rédemption non par l'effacement, mais par l'intégration. Nous ne nous relevons pas en redevenant ce que nous étions, mais en devenant plus sages, plus courageux et plus compatissants. Et cette transformation n'est pas réservée à une élite. C'est le droit inaliénable de quiconque est prêt à se confronter à sa vérité. Au plus profond de son essence, Rising Strong nous invite à reprendre le contrôle de notre histoire. Nier notre souffrance, c'est lui donner du pouvoir. L'affronter, c'est le reprendre. C'est pourquoi Brown affirme souvent, s'approprier son histoire et s'aimer tout au long de ce processus est l'acte le plus courageux que nous puissions accomplir. Car s'approprier son histoire, c'est cesser d'en être victime. C'est retourner dans l'arène, meurtri mais éveillé, et dire, c'est moi le narrateur, maintenant. Cet acte d'appropriation transforme la honte en force. C'est ce qui métamorphose la peur en liberté. Et c'est ce qui rend la renaissance non seulement possible, mais inévitable. Alors pourquoi cette philosophie est-elle si importante aujourd'hui, dans un monde plus connecté et pourtant plus solitaire que jamais? Parce que collectivement, nous sombrons dans la distraction, la comparaison, l'épuisement professionnel. Nous avons bâti notre identité sur la performance et oublié comment simplement être. Nous avons appris à mettre en scène nos vies, mais pas à les affronter. Se relever fort nous invite à renouer avec l'authenticité, avec la réalité brute de l'être humain. Ce livre nous enseigne que le courage ne se trouve pas dans les moments forts, mais dans les instants authentiques que nous voudrions cacher. Il nous enseigne que la guérison n'est pas un chemin linéaire, mais une spirale qui nous rapproche de notre véritable nature à chaque étape. Et il nous enseigne que la force ne consiste pas à se tenir droit, mais à se relever, peu importe le nombre de fois où l'on est tombé. Au final, la philosophie de Brené Brown n'a pas seulement donné naissance à un cadre de référence, elle a révolutionné l'empathie. Elle a redéfini le succès, non comme l'absence de difficultés, mais comme la présence de la résilience. Elle a redéfini le courage, non comme l'absence de peur, mais comme la volonté d'affronter ses peurs. Et elle a redéfini la guérison, non comme l'oubli, mais comme l'intégration. Car la vie ne cessera de nous mettre à l'épreuve. Il y aura toujours une nouvelle chute, un nouveau chagrin, un nouvel échec. Mais si nous apprenons à nous relever véritablement, alors chaque chute devient sacrée. Chaque cicatrice devient le récit d'une transformation. Chaque fin devient un commencement. Le principe de « se relever fort » n'est pas de se relever une fois pour toutes, mais de se relever sans cesse,
avec courage et sincérité chaque fois plus fort, non pas parce que nous sommes indestructibles, mais parce que nous sommes prêts à nous ouvrir. Au cœur de Rising Strong bat une trilogie de transformation humaine, la prise de conscience, le tumulte et la révolution. Ces trois mouvements forment ensemble une feuille de route pour se relever après une chute, pour trouver la vérité au milieu du chaos, pour transformer la douleur en force. Il ne s'agit pas d'étapes d'un manuel de développement personnel ni d'idées abstraites destinées à embellir notre compréhension, ce sont des expériences vécues, brutes et authentiques, qui révèlent l'anatomie de la résilience. La prise de conscience commence dès l'instant où nous cessons de fuir nos émotions. C'est cette étincelle de conscience qui murmure « quelque chose en moi souffre ». La plupart d'entre nous avons appris à étouffer ce murmure. Nous nous distrayons avec le travail, le bruit, le défilement incessant des réseaux sociaux, car ressentir profondément est inconfortable, et nous craignons que si nous ouvrons vraiment la porte à nos émotions, elles nous engloutissent. Mais la prise de conscience exige que nous ouvrions cette porte et que nous fassions face à ce que nous y trouvons. C'est la décision consciente de reconnaître nos émotions au lieu de les enfouir, de faire une pause avant d'anesthésier la douleur, et de nous demander quel message notre corps essaie de nous transmettre. C'est là que commence l'intelligence émotionnelle, non pas en dominant les autres, mais en reconnaissant notre propre monde intérieur. Faire face à ces émotions, c'est rester immobile au cœur de la tempête et admettre ce que l'on ressent en colère, honte, jalousie, chagrin, déception sans se juger. C'est comprendre que les émotions ne sont pas des ennemis, mais des messagères, porteuses d'informations sur ce qui compte pour nous. La colère signale des limites transgressées. La tristesse révèle une perte. La honte expose la peur de la rupture. Faire face à ces émotions, ce n'est pas les réparer ni les justifier, c'est les laisser exister. Car tant que nous n'aurons pas reconnu ce que nous ressentons, nous ne pourrons pas guérir. Mais la prise de conscience n'est que le début. Une fois la tempête émotionnelle identifiée, l'étape suivante, le grondement, commence, et c'est là que le véritable travail commence. Le grondement est le processus qui consiste à affronter les récits que nous nous racontons sur ce qui s'est passé et pourquoi. Car lorsque nous sommes blessés, notre cerveau se met immédiatement à élaborer un récit pour nous protéger de toute souffrance supplémentaire. Nous comblons les vides par des suppositions, des interprétations et des demi-vérités qui nous rassurent, mais qui souvent déforment la réalité. Quelqu'un ne répond pas à un message, et nous nous disons qu'il s'en fiche. Nous échouons une fois et nous décidons que nous sommes incapables. Nous nous sentons rejetés et nous supposons que nous ne valons rien. Ce sont ces histoires que nous portons en silence, celles qui façonnent nos comportements, nos choix et nos relations. Le grondement exige que nous examinions ces histoires et que nous les questionnions avec compassion. Il ne s'agit pas d'invalider nos sentiments, mais de distinguer les sentiments des faits. Brené Brown appelle ces récits « les histoires que nous inventons », et elle explique que la première ébauche d'une histoire écrite sous le seul coup de l'émotion est rarement la vérité. Ce questionnement nous invite à relire nos brouillons et à les réécrire consciemment. Nous nous demandons « que ressens-je ? Quelle histoire me raconte-je à ce sujet ? Qu'est-ce que je sais vraiment ? Que pourrais-je supposer ou mal interpréter ? Et surtout, que révèle mon récit sur les croyances que j'entretiens à mon sujet et sur les autres ? Le combat intérieur est une lutte entre l'illusion et la vérité, et il n'est pas pour les âmes sensibles. Il exige humilité, curiosité et une immense bienveillance envers soi-même. Car affronter ce combat, c'est exposer la fragilité de notre image de soi. C'est se confronter à la possibilité que la douleur ressentie soit amplifiée par le sens que nous lui donnons. C'est réaliser que notre souffrance s'approfondit souvent non pas à cause de l'événement lui-même, mais à cause du récit que nous nous en faisons. Par exemple, lorsqu'une relation se termine, l'événement est douloureux, mais la blessure la plus profonde peut provenir de la croyance que nous sommes indignes d'amour ou condamnés à la solitude. Lorsqu'un projet échoue, l'événement fait mal, mais la souffrance la plus grande provient de l'idée intériorisée que nous sommes incompétents ou voués à l'échec à nouveau. Ce combat intérieur nous apprend à identifier ces croyances, à remonter à leurs racines, à nous demander « Où ai-je appris cette histoire ? Qui m'a appris à y croire ?» Souvent, nous découvrons que ces récits ont été hérités de la famille, de la culture, d'un traumatisme ou d'une expérience passée et qu'il ne nous appartient plus de les porter. Cette phase du processus, bien que douloureuse, est profondément libératrice. Car lorsque nous commençons à dissocier les faits de l'interprétation que nous leur avons donnée, nous reprenons le contrôle de notre histoire. Nous cessons d'en être victimes et devenons ses auteurs. Brené Brown souligne souvent que cette période de remise en question n'est pas une question de raison, mais d'authenticité. Il s'agit de se dire la vérité, même la vérité dérangeante, à soi-même.
Il s'agit d'assumer pleinement la responsabilité de nos émotions et de nos comportements, non pas pour nous blâmer, mais pour nous émanciper. C'est dans cette période que la conscience de soi se transforme en leadership personnel. C'est là que nous cessons de déléguer notre guérison à autrui et que nous reprenons la plume pour écrire notre propre fin. Mais avant de pouvoir écrire cette nouvelle fin, nous devons d'abord déblayer les décombres de l'ancienne histoire. Nous devons affronter la honte, la culpabilité, le ressentiment et le chagrin que nous avons évités. Et c'est là que la transformation commence. Une fois nos émotions apprivoisées et nos histoires secouées, nous atteignons la troisième et plus puissante étape, la révolution. La révolution n'est pas un triomphe ponctuel, c'est une transformation profonde et durable de notre perception de nous-mêmes et du monde. C'est le moment où nous comprenons que le récit de notre chute ne doit pas nécessairement se terminer par un échec, mais par la sagesse. La révolution se produit lorsque nous intégrons les leçons tirées de cette introspection et de cette épreuve dans notre façon de vivre, d'aimer, de diriger et de créer. C'est lorsque la vulnérabilité cesse d'être perçue comme une menace et devient synonyme de liberté. C'est lorsque nous cessons de rechercher l'approbation et commençons à vivre en accord avec nous-mêmes. C'est lorsque nous cessons de nous cacher derrière le perfectionnisme et embrassons le progrès. La révolution incarne le courage non pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré elle. C'est le passage de « j'ai échoué » à « j'ai appris ». De « je suis brisé » à « je suis en train de devenir ». De « pourquoi moi » à « et maintenant ». Mais la révolution ne s'acquiert pas facilement. Elle exige une pratique quotidienne. Elle nous demande de vivre nos valeurs au lieu de simplement les professer. Elle appelle à des limites qui honorent notre dignité et à une compassion qui honore l'humanité d'autrui. Se relever avec force n'est pas un événement ponctuel, c'est un mode de vie ou une manière d'être à l'écoute de nos émotions, curieux de notre histoire et conscient de nos choix. Dans cette révolution, nous n'évitons plus l'inconfort, nous l'utilisons comme une boussole. Nous apprenons que les émotions que nous redoutions autrefois, la honte, la colère, le chagrin ne sont pas des ennemis à vaincre, mais des enseignantes à écouter. Elles nous guident vers ce qui a besoin de guérison, d'attention, d'amour. La révolution transforme la douleur en raison d'être en la rendant consciente. Elle transforme notre monde intérieur afin que nous évoluions dans le monde extérieur avec authenticité. Pour comprendre la puissance de ce processus, imaginons une personne confrontée à une perte profonde, un emploi, un être cher, un rêve brisé. Dans cette prise de conscience, elle ressent pleinement le poids du chagrin sans chercher à le refouler. Elle nomme sa douleur. Elle s'autorise à pleurer, à se mettre en colère, à ressentir. Dans le tumulte intérieur, elle explore les pensées qui se cachent derrière sa souffrance, peut-être que je ne vaux rien sans cet emploi. Peut-être que l'amour finit toujours par une perte. Peut-être que je n'en suis pas capable. Et peu à peu, grâce à l'honnêteté et à la réflexion, elle commence à comprendre que ces pensées ne sont pas des vérités, mais des interprétations nées de la peur. Dans cette renaissance, elle choisit une nouvelle histoire, j'ai encore de la valeur. Je peux aimer à nouveau. Je peux recommencer à zéro. C'est une renaissance puissante et concrète. Ce n'est ni spectaculaire ni immédiat. C'est lent, réfléchi et profondément humain. Mais c'est aussi un processus transformateur, car il redonne du pouvoir là où il avait été perdu. La beauté du modèle de Brené Brown réside dans sa reconnaissance de cette zone intermédiaire complexe, cet espace entre la chute et la renaissance que la plupart des gens ignorent. Il ne nous pousse pas vers l'optimisme ni n'exige une positivité absolue. Au contraire, il honore toute la palette de l'expérience humaine. La prise de conscience nous éclaire, l'épreuve nous révèle la vérité, et la transformation nous permet d'intégrer. Ensemble, ils forment un cycle applicable à tous les domaines de la vie, de la guérison personnelle à l'épanouissement professionnel, des relations intimes au leadership. Lorsqu'un leader assume ses erreurs au lieu de les dissimuler, il instaure la confiance. Lorsqu'un parent affronte sa honte au lieu de la projeter, il crée du lien. Lorsqu'un artiste révolutionne son rapport à l'échec, il crée librement. C'est pourquoi, se relever fort, trouve un écho si profond dans tous les domaines, il ne s'agit pas seulement de se remettre d'échecs personnels, il s'agit de redéfinir notre façon, en tant qu'être humain, de réagir à la vulnérabilité et à l'imperfection. Les recherches de Brown montrent que les personnes qui pratiquent ce processus avec constance deviennent ce qu'elle appelle « authentiques », des individus qui vivent en accord avec leurs valeurs et leurs actions. Elles ne prétendent pas être intrépides, elles refusent simplement d'être définies par la peur. Elles comprennent que courage et vulnérabilité sont indissociables, les deux faces d'une même pièce. L'un ne va pas sans l'autre. Pour se relever plus fort, il faut accepter de tomber, de ressentir, d'échouer.
La remise en question, le tumulte et la révolution forment ensemble le chemin de l'alchimie émotionnelle, transformant le lourd métal de la douleur en or de la sagesse. Mais cette alchimie exige la foi, foi dans le processus, foi en notre propre résilience, foi que ce qui nous brise peut aussi nous reconstruire. L'épreuve nous enseigne la présence. Le tumulte nous révèle la vérité. La révolution nous donne du sens. Ensemble, ils nous rappellent que guérir, ce n'est pas effacer le passé, mais le reconquérir. Lorsque nous nous relevons, nous portons les leçons de nos chutes comme des reliques précieuses aux témoins de qui nous étions et de qui nous sommes devenus. Ce processus exige de l'humilité, car nous devons admettre que nous ne détenons pas toutes les réponses. Il exige du courage, car nous devons affronter nos parts d'ombre. Et il exige de la compassion, car nous devons nous pardonner de ne pas avoir su mieux avant de le savoir. Se relever avec force est un acte de rébellion dans une culture qui glorifie l'invulnérabilité. C'est affirmer que nos cicatrices ne sont pas des signes de faiblesse, mais de survie. Ainsi, la leçon fondamentale de « se relever avec force » n'est pas que la vie devient plus facile une fois ce cadre assimilé, mais que nous devenons plus courageux. Nous cessons de craindre la chute car nous comprenons qu'elle est inévitable et surmontable. Nous commençons à percevoir l'échec non comme un verdict, mais comme une information. Nous commençons à voir la vulnérabilité non comme une exposition, mais comme une ouverture. Et nous commençons à percevoir le courage non comme une qualité rare réservée aux héros, mais comme l'état naturel de quiconque est prêt à vivre pleinement. L'épreuve, la tourmente et la révolution ne sont pas de simples étapes, elles constituent un rythme, le rythme de la renaissance. Elles nous apprennent à nous relever, non par obligation, mais parce que c'est notre vocation. Car au final, chaque chute, chaque échec, chaque chagrin porte en lui les germes de la révolution ou l'opportunité d'écrire une histoire plus authentique, plus courageuse et plus belle. La science du dépassement de soi ne commence pas dans le corps, mais dans l'histoire qu'il porte en lui. Chaque émotion, chaque frisson de honte ou chaque élan de courage, prend naissance en nous comme un murmure chimique. Le cerveau humain, siège de la raison et de la peur, a évolué pour nous protéger du danger, mais il ne fait pas la distinction entre menace physique et vulnérabilité émotionnelle. C'est pourquoi un commentaire acerbe sur les réseaux sociaux peut déclencher la même réaction de stress que la fuite devant un prédateur. Les travaux de Brené Brown sur la vulnérabilité et la résilience explorent ce paradoxe avec une précision remarquable, les mécanismes même conçus pour nous protéger sont ceux qui nous maintiennent vulnérables. Lorsque l'amygdale, centre de la peur dans le cerveau, s'active face au jugement, elle nous inonde d'hormones de stress, nous préparant à combattre, fuir ou nous figer. Pourtant, lorsque cette réaction survient lors d'un échec ou d'un chagrin d'amour, elle ne nous sauve pas, elle nous piège. Elle nous persuade que nous sommes le problème, que la vulnérabilité est une faiblesse, qu'il est plus sûr de ne pas réessayer. Mais la science nous raconte une autre histoire. La résilience ne naît pas de l'évitement de la douleur, mais de son intégration. Le cortex préfrontal, siège de l'empathie et du raisonnement, ne se réactive que lorsque nous nommons ce que nous ressentons. C'est l'essence même de cette prise de conscience, se tourner vers nos émotions plutôt que de les fuir, permettant ainsi à la conscience d'apaiser le chaos du système nerveux. En cela, les neurosciences font écho à la sagesse de siècles de philosophie, la conscience, et non l'évitement, est la voie de la liberté. Les recherches de Brown ont montré que les personnes qui se relèvent avec force ne sont pas celles qui ne tombent jamais, mais celles qui savent reconnaître et nommer clairement leurs émotions. Elles possèdent un vocabulaire pour exprimer ce qui se passe en elles: colère, déception, chagrin, espoir, et ce vocabulaire leur donne de la force. Il interrompt la spirale de la honte, cette émotion profonde et destructrice qui murmure « Tu n'es pas à la hauteur ». La honte prospère dans le secret, mais une fois nommée, elle perd son emprise. Comme l'ont révélé les données de Brown, la honte ne peut survivre à l'empathie. Lorsque nous partageons nos histoires, même si ce n'est qu'avec nous-mêmes, nous modifions littéralement l'architecture de notre cerveau. De nouvelles connexions neuronales se forment autour de la compréhension, de la compassion et du lien. La régulation émotionnelle, longtemps considérée comme un acte de volonté, est en réalité un travail de narration. Se relever avec force n'est donc pas une métaphore, c'est un processus biologique. C'est la transformation de l'expérience humaine, une vérité courageuse à la fois. Dans le monde d'aujourd'hui, ce savoir est à la fois plus accessible et plus ignoré que jamais. Nous vivons dans une culture de la perfection mise en scène, un monde où l'échec est perçu comme une chute, où la souffrance est dissimulée derrière des filtres et des hashtags. Mais sous ce masque numérique, la biologie reste la même. Notre cerveau aspire toujours à l'appartenance. Notre cœur a toujours soif de connexion. Lorsque ces besoins ne sont pas satisfaits, il en résulte un épuisement professionnel moderne,
une épidémie silencieuse de déconnexion émotionnelle. On fait défiler les publications sans fin non pas pour se divertir, mais pour trouver un sens à sa vie. Chaque publication, chaque pic de dopamine, est un murmure d'estime de soi. Pourtant, plus on recherche la validation extérieure, plus nos fondements intérieurs s'affaiblissent. Les recherches de Brown mettent en lumière ce cercle vicieux. Lorsque l'estime de soi dépend du résultat, l'échec devient insupportable. Lorsque le succès définit l'identité, la moindre chute est vécue comme une fatalité. Se relever avec force brise ce cercle en nous apprenant à dissocier qui nous sommes de ce qui nous arrive. La prise de conscience nous invite à ressentir, le tumulte à questionner, et la révolution à réécrire l'histoire, et les neurosciences confirment que ce processus reflète la réévaluation cognitive, le mécanisme psychologique par lequel nous modifions notre expérience émotionnelle en changeant notre interprétation. Autrement dit, le cerveau n'enregistre pas simplement la réalité, il la modifie en fonction du sens qu'elle revêt. Lorsque nous passons du récit « j'ai échoué » au récit « j'ai appris », les réseaux neuronaux associés à la honte se désactivent, tandis que ceux associés à l'introspection et à la résolution de problèmes s'activent. C'est pourquoi les personnes qui pratiquent l'autocompassion après des échecs sont non seulement plus heureuses, mais aussi plus résilientes, créatives et persévérantes. Pourtant, se relever avec force ne se résume pas à une simple guérison personnelle, il s'agit aussi d'une transformation relationnelle. L'empathie est inscrite dans la nature humaine. Les neurones miroirs nous permettent de ressentir ce que les autres ressentent, ce qui explique pourquoi la vulnérabilité est contagieuse. Lorsqu'une personne choisit l'honnêteté plutôt que la carapace, elle crée un espace où les autres se sentent en sécurité pour faire de même. C'est ainsi que les leaders instaurent la confiance, que les équipes se remettent de leurs erreurs et que les relations s'approfondissent après un conflit. Brown appelle souvent cela le « courage de la connexion », le courage d'être présent même lorsqu'on ne peut contrôler le résultat. D'un point de vue psychologique, c'est l'antidote à l'isolement émotionnel, ce fléau silencieux qui mine l'épanouissement. Au travail, ce courage transforme la culture. En famille, il transforme des générations. Des études en psychologie organisationnelle montrent que les équipes où les membres se sentent en sécurité pour parler de leurs échecs sont nettement plus performantes que celles où ce n'est pas le cas. C'est la science de l'appartenance, le paradoxe selon lequel la sécurité se construit par la vulnérabilité partagée, et non par la perfection. Se relever avec force est donc un acte à la fois psychologique et social, qui redéfinit le succès comme une authenticité plutôt que comme une performance. Pourtant, vivre cette vérité dans un monde perfectionniste, c'est aller à contre-courant. La société moderne récompense les résultats, non la guérison. On ne célèbre les retours en force que lorsqu'ils sont complets, le dénouement triomphal, l'histoire parfaite, la leçon soigneusement résumée. Mais la science de la résilience nous apprend que la guérison se produit dans le chaos du milieu, dans la tourmente où les questions l'emportent sur les réponses. Durant cette phase, notre système nerveux se réajuste. Le cerveau réécrit littéralement le code émotionnel de notre histoire. C'est un processus inconfortable car l'incertitude est intrinsèquement menaçante. Les mêmes circuits neuronaux qui craignent le danger physique réagissent aussi à l'inconnu. C'est pourquoi cette tourmente ressemble au chaos, c'est la tempête biologique qui précède la clarté. Pourtant, ceux qui parviennent à endurer cet inconfort sans s'effondrer en ressortent souvent avec ce que les psychologues appellent une croissance post-traumatique, un phénomène où l'adversité mène non seulement à la guérison, mais aussi à la transformation. On observe alors une plus grande appréciation de la vie, des relations plus fortes et un sens plus profond à son existence. Se relever, en ce sens, ne signifie pas redevenir celui qu'on était, mais évoluer vers une nouvelle version de soi-même. Prenons l'exemple de l'entrepreneur moderne qui échoue publiquement ou de l'athlète qui subit une défaite après des années de préparation. Leurs histoires nous touchent non pas par leur victoire, mais par leur vulnérabilité. Les circuits de l'empathie dans notre cerveau s'activent lorsque nous sommes témoins d'une lutte authentique, cela nous rappelle notre humanité commune. C'est là toute la subtilité du travail de Brown, elle a transformé des concepts autrefois relégués aux séances de thérapie en fondement du leadership et du courage. Ces recherches font le lien entre la science émotionnelle et la vie quotidienne, prouvant que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une sagesse. Lorsque nous anesthésions la douleur, nous anesthésierons aussi la joie. Lorsque nous évitons le risque, nous renonçons à notre développement. Lorsque nous nous blindons le cœur, nous l'emprisonnons. La psyché humaine n'a jamais été conçue pour être parfaite, elle est conçue pour être entière. Se relever avec force nous invite à retrouver cette intégrité, ressentir profondément, tomber avec honnêteté et nous relever en pleine conscience. Ainsi, la science se fait spirituelle. Le système nerveux, le cerveau,
Les hormones tous deviennent instruments de vérité dès lors que nous les écoutons au lieu de les faire taire. Chaque larme est une donnée. Chaque douleur, un message. La prise de conscience est une forme d'intelligence émotionnelle, le tumulte, une honnêteté émotionnelle, la révolution, une maîtrise des émotions. Ensemble, ils forment un nouveau langage du pouvoir non pas fondé sur la domination, mais sur la conscience. Dans un monde de bruit incessant, cette conscience est une rébellion. Elle nous ralentit quand tout le reste nous pousse à nous précipiter. Elle nous invite à la curiosité quand tout le reste exige la certitude. Elle remplace le contrôle par le courage. Et le courage, comme le rappelle Brown, ne naît pas de la force, mais de la lutte. La racine latine du mot « courage » est « cor », qui signifie cœur. Vivre avec courage, c'est vivre avec le cœur ouvert, vulnérable, mais vivant. Ainsi, se relever avec force n'est pas seulement un cadre de guérison, c'est un art de vivre. Il nous apprend à considérer nos émotions comme des guides, nos échecs comme des leçons, et nos histoires comme des textes sacrés de la condition humaine. Il nous invite à troquer le jugement contre la curiosité, le blâme contre la compréhension, la honte contre la compassion. La science confirme ce que la sagesse murmure depuis longtemps, ce à quoi nous résistons persiste, et ce que nous affrontons se transforme. Le chemin de la résilience n'est donc pas une ligne droite ascendante, mais une spirale aux chutes, prise de conscience, turbulence, ascension encore et encore, chaque cycle nous rapprochant de la vérité. Car, au final, se relever avec force, c'est être pleinement humain, ressentir la profondeur de notre propre vulnérabilité et choisir malgré tout de rester debout. Et c'est peut-être là la véritable mesure de la force, non pas le nombre de fois où nous évitons de tomber, mais le nombre de fois où nous nous relevons, le cœur toujours ouvert, nos histoires toujours nôtres, et l'esprit toujours prêt à s'élever. Dans notre monde hyperconnecté, l'art de se relever avec force n'a jamais été aussi vital, et pourtant jamais aussi difficile à incarner. Nous vivons à une époque où l'on vénère les moments forts, où l'illusion de la perfection est monnaie courante et où l'authenticité est perçue comme un acte de rébellion. Le monde ne murmure plus ses jugements, il les hurle à travers les écrans, les algorithmes et les commentaires anonymes. Chaque erreur peut être amplifiée, chaque échec immortalisé. Et dans ce théâtre public sans fin, la vulnérabilité peut sembler suicidaire. C'est précisément là que la philosophie de Brené Brown devient essentielle, le courage de se relever n'est plus seulement personnel, il est culturel. Il nous invite à vivre avec cœur dans un monde qui tire profit de nos peurs. Se relever avec force à l'ère moderne, c'est reconquérir son humanité face à la déshumanisation numérique. Le processus commence par un acte de défi, ressentir profondément dans un monde superficiel, dire la vérité dans un monde formaté, persévérer malgré l'envie de disparaître. La remise en question, le tumulte et la révolution n'ont jamais été conçus pour se limiter au moment d'échec personnel, ils font partie intégrante du quotidien. La remise en question commence aujourd'hui lorsque la comparaison incessante des réseaux sociaux érode l'estime de soi, lorsque l'on se surprend à jouer un rôle au lieu de vivre. C'est cette pause silencieuse avant de publier, ce moment où l'on se demande « Est-ce que je fais cela pour créer du lien ou pour être validé ?» Ce moment de prise de conscience, cette pause est essentielle. C'est le début de la conscience dans une culture qui prospère en pilote automatique. Le tumulte, sous sa forme moderne, est la lutte intérieure contre les récits forgés par la peur. Notre esprit nous dit que nous sommes en retard, indignes, invisibles, car le monde numérique nous rappelle constamment que d'autres sont en avance. Mais se relever avec force nous invite à réécrire ce récit, à nous souvenir que nous ne sommes pas en retard dans la vie, nous sommes simplement en chemin. Et la révolution, aujourd'hui, c'est vivre avec intégrité à une époque qui confond performance et authenticité, c'est choisir la présence plutôt que la projection, le sens plutôt que les chiffres, le courage plutôt que le confort. Au travail, cette philosophie redéfinit le leadership. Les leaders les plus admirés aujourd'hui ne sont pas ceux qui commandent par le contrôle, mais ceux qui cultivent la confiance par la vulnérabilité. Les recherches de Brown ont révélé que l'innovation et la créativité s'épanouissent non pas dans des environnements anxiogènes, mais dans des environnements psychologiquement sécurisants ou des espaces où l'erreur, la remise en question et l'imperfection sont permises. Pour se renforcer collectivement, il est essentiel de bâtir une culture où les erreurs ne sont pas des jugements définitifs, mais des occasions d'apprendre. Lorsqu'un leader admet son incertitude, cela ne diminue pas son autorité, au contraire, cela renforce son humanité. Cette approche centrée sur l'humain est le fondement de la réussite moderne, car l'intelligence émotionnelle, autrefois considérée comme une faiblesse, est devenue la compétence la plus difficile à maîtriser. Les entreprises, les artistes et les penseurs qui dominent ce nouveau monde ne sont pas ceux qui évitent l'échec, mais ceux qui se relèvent plus vite,
apprennent plus profondément et s'adaptent avec empathie. La résilience, jadis une vertu discrète, est désormais un atout concurrentiel. Mais se renforcer collectivement dépasse le cadre de l'entreprise, cela influence notre façon d'aimer, d'élever nos enfants et de nous percevoir. Dans les relations, ce processus implique d'aborder les conversations difficiles avec enthousiasme plutôt que de les fuir. Cela signifie remettre en question les idées reçues sur nos partenaires, ils s'en fichent, ils oublient toujours, je ne suis pas à la hauteur, et oser remplacer ces suppositions par la curiosité, que se passe-t-il vraiment ? La révolution amoureuse, c'est le courage de rester ouvert même quand on a envie de se fermer. Se relever, c'est comprendre que l'amour sans vulnérabilité n'est pas de l'amour, c'est de la comédie. Et c'est peut-être dans notre relation à nous-mêmes que ce processus est le plus nécessaire. La vie moderne nous apprend à mesurer sans cesse notre productivité, nos progrès, notre valeur. Le mythe de la course effrénée nous murmure que si nous travaillons plus dur, accomplissons davantage ou atteignons la perfection plus rapidement, nous finirons par nous sentir à la hauteur. Mais cette quête de la valeur est une illusion. Se relever avec force renverse cette perspective en nous enseignant que la valeur ne se mérite pas, elle se nourrit. Il s'agit de prendre conscience que l'épuisement n'est pas un signe de réussite, mais le symptôme d'une déconnexion. Il s'agit d'affronter la dure réalité, une grande partie de notre agitation est une forme d'évitement du silence, du calme, de soi-même. Et la révolution consiste à se réapproprier le repos comme un acte radical de respect de soi. Dans une culture qui glorifie le burn-out, se reposer, c'est se rebeller. Dire « non », c'est respecter les limites de son humanité. Cette forme de renaissance n'est ni bruyante ni spectaculaire, elle est discrète, réfléchie et profondément personnelle. C'est se réveiller chaque matin et choisir de vivre pleinement sa vie sans attendre la perfection. C'est le courage de poser son téléphone et d'écouter le murmure de ses propres pensées. C'est se pardonner toutes les fois où l'on a manqué de discernement, où l'on n'a pas fait assez, où l'on n'a pas encore atteint son plein potentiel. Se relever, ce n'est pas effacer le passé, c'est l'intégrer. Chaque échec devient un enseignement, chaque chagrin un miroir, chaque revers une graine de croissance. L'ère numérique complique cette intégration car nous sommes constamment bombardés d'histoires de réussite hors contexte. Nous ne voyons que le point culminant, pas le chemin parcouru. Et cette illusion engendre un désespoir silencieux, la conviction que tous les autres prospèrent tandis que nous nous effondrons. Mais la vérité, dissimulée derrière les filtres et les succès, est que chacun mène des combats invisibles. Chacun fait son examen de conscience, gronde et se révolte à sa manière. Se relever avec force devient alors une pratique collective, une humanité partagée qui transcende les algorithmes. Imaginez une culture où l'on célébrerait la vulnérabilité autant que la victoire, où l'on partagerait non seulement ses succès, mais aussi la sagesse acquise grâce à ses échecs. Ce monde serait plus lent, plus doux, plus authentique. Il nous rappellerait que le but de la résilience n'est pas de paraître parfait, mais de rester fidèle, fidèle à la croissance, à la vérité, au déploiement de notre histoire imparfaite. Pour les créateurs et les rêveurs, cette leçon est particulièrement cruciale. Tout acte créatif est un acte de vulnérabilité, créer à partir de rien, s'investir pleinement et accepter le jugement. L'échec n'est pas un risque en matière de créativité, c'est le prix à payer. Le créateur moderne doit apprendre à dissocier son identité de ses créations, à considérer chaque refus non comme une preuve d'incompétence, mais comme la preuve de sa participation à quelque chose d'authentique. Se relever avec force devient la discipline de l'artiste, ressentir la piqûre de la critique, affronter le doute et revenir à son travail avec une ferveur renouvelée. C'est dans ce cycle que réside la maîtrise. L'art le plus intemporel, l'innovation la plus puissante, ne naissent pas de ceux qui ne connaissent jamais l'échec, mais de ceux qui transforment l'échec en forme. Il en va de même pour les entrepreneurs, les étudiants, les parents ou pour quiconque ose créer quelque chose qui n'existe pas encore. Se relever avec force dans le monde d'aujourd'hui exige aussi une grande agilité émotionnelle, la capacité de passer aisément d'une émotion à l'autre sans s'y enliser. À une époque où l'indignation et le désespoir se propagent plus vite que la vérité, la maîtrise des émotions devient une forme de leadership. Se relever avec force, c'est apprendre à accepter l'inconfort sans le transformer en destruction. C'est accueillir la tristesse sans s'y noyer, exprimer sa colère sans la projeter, et cultiver l'espoir sans le nier. Cet équilibre, cette sérénité intérieure, est ce qui rend la résilience durable. Car se relever une fois est facile, se relever sans cesse est un article. La véritable maîtrise de la résilience réside non pas dans l'intensité, mais dans la constance. C'est la pratique quotidienne de se relever avec grâce, même en l'absence de témoins.
Et c'est dans cette pratique que réside la révolution silencieuse. Se relever avec force ne consiste pas à vaincre les autres, mais à retrouver son intégrité envers soi-même. C'est se regarder dans le miroir après un échec et se dire « je suis toujours digne ». C'est envoyer un courriel après un refus, être présent après une peine de cœur, recommencer après une déception. C'est comprendre que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision de privilégier autre chose. Brené Brown dit souvent que la vulnérabilité est le berceau de la joie, de la créativité et du sentiment d'appartenance. Et cette vérité est particulièrement pertinente dans la vie moderne, où les murs que nous érigeons pour nous protéger se transforment souvent en prison. Chaque acte de vulnérabilité est une fissure dans ces murs, une fenêtre par laquelle la lumière peut revenir. Mesure que le rythme de la vie s'accélère, se relever avec force devient un point d'ancrage. Cela nous rappelle que tomber n'est pas un échec, mais un rythme, une partie intégrante de la cadence humaine. Tout comme la marée se retire pour se fortifier avant de revenir, nous devons nous aussi nous retirer pour mieux nous relever. Les remises en question, les bouleversements et les révolutions ne sont pas des étapes linéaires, mais des cycles qui se répètent. Nous tombons, nous ressentons, nous nous relevons encore et encore, avec une conscience accrue à chaque fois. Et cette conscience transforme notre manière d'être présent dans tous les aspects de l'existence moderne. Nous dirigeons autrement. Nous aimons autrement. Nous créons autrement. Nous cessons de courir après la perfection et commençons à cultiver la présence. Car, au final, c'est la présence que nous restitue le fait de nous relever avec force, la capacité de vivre pleinement notre vie, sans la censurer ni la fuir. Et peut-être la réflexion la plus profonde est-elle celle-ci, se relever avec force n'est pas une destination, mais un engagement quotidien. Il y aura toujours de nouvelles chutes, de nouveaux bilans, de nouvelles épreuves. Le monde moderne nous tentera toujours avec des raccourcis, l'engourdissement, la distraction, l'évitement. Mais aucun de ces raccourcis ne mène à la paix véritable. Le seul chemin vers la plénitude passe par l'histoire elle-même, par la chute, le bilan, l'épreuve, et enfin, par la révolution silencieuse du retour à soi. Se relever avec force, c'est se souvenir que nous ne sommes pas l'image que nous projetons, les échecs que nous craignons, ni les indicateurs que nous poursuivons. Nous sommes la conscience qui sous-tend tout cela, le témoin qui continue de s'élever. Et dans ce processus incessant, imparfait et magnifique de se relever, nous redécouvrons ce que signifie vraiment être vivant. Il arrive un moment dans chaque histoire humaine où la logique s'estompe et le langage plie sous le poids de l'expérience, où les données et la discipline ne peuvent plus expliquer le tremblement qui se produit lorsque le cœur s'ouvre. C'est là l'essence du courage, le fil invisible que Brené Brown, dans son livre « Rising Strong », explore à travers chaque acte de vulnérabilité, chaque moment de prise de conscience, chaque chute et chaque renaissance qui définissent une vie vécue avec sincérité. Le courage n'est pas un concept que l'on apprend, c'est une vérité dont on se souvient. Il réside au plus profond de nous-mêmes, dans les silences entre la peur et la foi, dans l'hésitation qui précède un « oui » tremblant. Et pour le toucher, il nous faut d'abord plonger au cœur de notre propre humanité. Se relever n'a jamais consisté à devenir intouchable, il a toujours été question de retrouver sa plénitude. La science de la résilience s'efface ici, et ce qui demeure, c'est le mystère de l'esprit, le pouls discret de l'éternel. Quand Brown parle de s'approprier son histoire, elle parle en réalité de retrouver l'intégrité originelle de l'âme, vivre sans armure, ressentir sans censure, s'appartenir pleinement même quand le monde nous rejette. Il y a quelque chose de sacré dans ce retour, quelque chose de profondément ancestral, comme si chaque personne ayant osé se relever après avoir été brisée contribuait à la lente et collective évolution du courage lui-même. L'âme du courage ne rugit pas, elle murmure. Elle se meut comme une rivière sous le tumulte de la survie, érodant les pierres de l'orgueil et du perfectionnisme jusqu'à ce que seule la vérité subsiste. Elle nous invite à lâcher prise, à abandonner l'illusion que la force rime avec invulnérabilité. La véritable force, comme le révèle Brown, naît de la douceur ou de la capacité d'être touché, d'être transpercé par la vie et de rester ouvert. Cette douceur n'est pas faiblesse, c'est sagesse. C'est ce qui permet à l'arbre de plier sous le vent au lieu de se briser. Pourtant, dans notre culture, on nous apprend très tôt à blinder nos cœurs, à cacher nos larmes, à réprimer nos désirs, à assimiler émotions et fragilité. On nous conditionne à anesthésier la douleur et à la qualifier de force. Mais l'âme sait mieux. L'âme comprend que la blessure est une porte d'entrée, que chaque chagrin est une initiation à une vérité plus profonde. Vivre sans le courage de ressentir, c'est vivre une vie à moitié vécue. Tout ressentir, la joie, la peur, le chagrin, l'émerveillement, c'est participer pleinement au grand déploiement de l'existence.
Et c'est finalement à cela que nous invite le fait de se relever avec force, à la volonté de vivre pleinement, aussi incertaine ou imparfaite que puisse être cette vie. Quand nous tombons, quelque chose d'ancien se réveille en nous, le souvenir que toute ascension naît forcément d'une chute. Dans le tumulte des ténèbres, nous rencontrons des parts de nous-mêmes que nous avions longtemps refoulées, l'enfant apeuré, le rêveur déçu, le guerrier épuisé. Et c'est là, dans cette rencontre, que réside la rédemption. Car le courage ne se trouve pas dans l'absence de peur, il se trouve dans la décision d'accueillir cette peur avec compassion. L'âme du courage est douce. C'est la main que nous nous tendons dans l'obscurité, la voix qui murmure « Tu peux recommencer ». Et c'est par cette tendresse envers soi-même que la transformation s'opère. Se relever avec force est moins une question de triomphe que de tendresse. C'est la révolution silencieuse du cœur qui choisit d'aimer à nouveau après la trahison, de faire confiance à nouveau après l'échec, d'espérer à nouveau après la perte. Chaque relèvement est une résurrection non pas en la personne que nous étions, mais en la personne que nous sommes appelés à devenir. Philosophiquement, ce processus reflète les grands cycles mythiques qui guident l'humanité depuis des millénaires, le phénix renaissant de ses cendres, la marée se retirant pour mieux revenir plus forte, la graine mourant pour que la vie puisse germer. Le cadre conceptuel de Brown est une mythologie moderne pour l'ère psychologique, une manière de traduire la sagesse ancestrale en vérité émotionnelle. Tomber et se relever, c'est participer au plus vieux récit qui soit, la danse de la destruction et de la création qui anime le cosmos et le cœur humain. Les stoïciens l'appelaient amor fati, l'amour de son destin. Accepter chaque expérience, même la douleur, comme partie intégrante de l'ordre nécessaire de la vie. Se relever avec force, c'est incarner cette philosophie, le courage d'accueillir la chute comme sacrée, la blessure comme un enseignement, la rupture comme une bénédiction. Et lorsque nous le faisons, un miracle se produit, nous ne craignons plus la chute, car nous comprenons qu'elle fait partie du rythme du devenir. L'âme, libérée de l'illusion de la permanence, apprend à faire confiance au cycle. Elle apprend à considérer l'échec non comme une punition mais comme une purification, en se débarrassant de ce qui est faux pour que la vérité puisse émerger. Le cœur même de cette philosophie réside dans un paradoxe intemporel, le véritable courage s'apparente souvent à un chagrin profond. Vivre avec courage, c'est s'exposer constamment à la souffrance, c'est risquer d'être bouleversé par la beauté et la brutalité de la vie. C'est s'autoriser à aimer profondément, même lorsque cet amour peut mener à la perte. C'est s'engager pleinement dans l'amour, même lorsque l'issue est incertaine. C'est dire la vérité dans des lieux où le silence est de rigueur. C'est créer une œuvre qui restera peut-être incomprise, oser des actes qui ne seront peut-être jamais applaudis, pardonner quand le pardon semble impossible. Ces actes de courage sont rarement spectaculaires. Ils se déploient discrètement, dans les cuisines comme dans les salles de réunion, lors de longues nuits de doute, dans des prières murmurées et des confessions tremblantes. Pourtant, ils sont le fondement de toute grande transformation. Lorsque Brown affirme que la vulnérabilité est le berceau de la joie et de la créativité, elle souligne cet échange sacré, pour vivre pleinement, nous devons d'abord renoncer à notre besoin de tout contrôler. L'âme du courage, alors, ne réside pas dans la victoire, mais dans l'abandon. Il s'agit de se tenir nu face à l'immensité de l'existence et de dire, même cela, je l'affronterai. Il s'agit de croire que la vie, dans tout son chaos, ne nous arrive pas par hasard, mais pour notre bien, chaque chute étant une leçon, chaque ascension une révélation. Et si le monde mesure le succès à l'aune des résultats extérieurs, l'âme le mesure en profondeur à la profondeur de nos sentiments, à la plénitude de notre amour, à la sincérité de nos efforts pour atteindre la plénitude. Se relever fort, c'est vivre en harmonie avec cette profondeur, honorer les dimensions invisibles de la croissance, celles qui échappent aux mesures et aux étapes franchies. C'est vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Dans cette perspective, chaque épreuve devient sacrée. Chaque chute, un enseignement. L'âme commence à reconnaître des schémas, les moments de rupture qui précèdent l'épanouissement, le silence avant la révélation, le calme qui suit toujours l'abandon. Cette prise de conscience n'atténue pas la douleur, mais elle lui donne un sens. Et le sens, comme l'écrivait Viktor Frankl, est ce qui permet à l'esprit humain d'endurer toute épreuve. Lorsque nous comprenons que notre douleur a un but, que notre vulnérabilité n'est pas une faiblesse mais une porte ouverte, nous cessons de la fuir. Nous commençons à l'accueillir avec respect. Nous comprenons que se relever plus fort n'est pas un événement ponctuel, mais un engagement de toute une vie ou une manière d'avancer dans le monde les yeux ouverts et le cœur sans armure. La profondeur philosophique de « se relever fort » réside dans son invitation à redéfinir la force. La force n'est plus la capacité de se tenir droit sans trembler, c'est la volonté de trembler et de rester debout. Ce n'est pas le déni de la peur,
mais son intégration. Ce n'est pas la perfection, mais la présence. Ce changement de définition transforme non seulement notre perception de nous-mêmes, mais aussi notre vision de l'humanité. Lorsque nous honorons le courage qui se cache derrière la vulnérabilité d'autrui, nous dissipons l'illusion de la séparation. Nous comprenons que se relever fort est un acte collectif, chaque fois qu'une personne choisit le courage plutôt que le confort, elle ouvre la voie à d'autres. C'est ainsi que naissent les mouvements, que les cultures guérissent, que l'empathie se propage. L'âme du courage, une fois éveillée dans un cœur, devient contagieuse. Elle se propage discrètement au sein du collectif, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans nos chutes comme dans nos relèvements. Et peut-être la prise de conscience la plus profonde est telle que l'essence du courage ne réside pas dans les résultats, mais dans l'intention. Nous pouvons retomber. Nous pouvons échouer à nouveau. Le monde ne comprendra peut-être pas, ni n'applaudira notre relèvement. Mais l'important n'a jamais été d'être vu, il a été d'être authentique. De continuer à choisir l'authenticité dans un monde bâti sur l'illusion. De continuer à revenir à la vérité de qui nous sommes, même lorsque cette vérité est inconfortable. De continuer à aimer cette expérience humaine fragile et éphémère avec tout le courage qu'elle exige. Car se relever avec force, c'est, en fin de compte, dire oui à la vie, oui à l'amour, oui au déploiement complet, imprévu et imprévisible de l'existence. Et ainsi l'histoire se poursuit. La chute, le règlement de compte, le grondement, la révolution autant d'échos qui résonnent dans chaque cœur qui ose s'élever. Nous sommes la preuve vivante de la résilience de l'âme, l'incarnation de son rythme inébranlable. Nous nous brisons, nous guérissons, nous nous relevons. Sans cesse. Et à chaque fois, la lumière intérieure grandit, la compassion s'approfondit, le courage se purifie. L'âme courageuse ne se trouve pas, elle se devient. C'est le feu silencieux qui nous maintient debout dans la tempête, la douce vérité qui murmure à travers le tumulte, tu es toujours là, tu es toujours en devenir, et ceci ce souffle même, cet instant précis est la renaissance même. Et maintenant, au terme de ce long et sinueux chemin, nous revenons à notre point de départ, l'instant de la chute, la douleur de la défaite, le silence qui suit chaque chagrin et chaque échec. Mais quelque chose a changé. La chute n'est plus une fin, mais une initiation. La douleur n'est plus un ennemi, mais un guide. Ce qui avait commencé comme un effondrement s'est révélé être une transformation. C'est l'essence même de « se relever avec force » de Brené Brown, non pas l'illusion de l'invincibilité, mais la révélation de l'humanité. C'est comprendre que la valeur d'une personne ne se mesure pas à la fréquence de ses chutes, mais à la profondeur de sa capacité à se relever. Se relever avec force, ce n'est pas redevenir celui qu'on était, c'est devenir celui qu'on était destiné à être. C'est la révolution silencieuse qui commence lorsqu'on cesse de fuir soi-même et qu'on se met à marcher vers son propre destin, les yeux et le cœur ouverts. Pour la première fois, on comprend que chaque cicatrice, chaque faux pas, chaque peur inavouée faisait partie du plan, non pour nous briser, mais pour nous façonner et nous rendre authentiques. La transformation est intérieure. Cela ne se produit pas dans les applaudissements ni dans la réussite. Cela se produit dans les profondeurs invisibles, dans un regard plus doux, dans un relâchement de la pression, dans l'instant où l'on se pardonne d'être humain. C'est là que commence véritablement l'ascension. Et quand cela arrive, on réalise que la vie ne nous a jamais demandé d'être intrépides, mais fidèles. De faire confiance au processus même quand l'issue était incertaine. De persévérer malgré les doutes. Voilà le courage. Voilà la force. Se relever avec force nous apprend que la croissance ne rugit pas toujours, parfois elle murmure, parfois elle pleure, parfois elle respire simplement. La transformation ne vient pas de la résistance à la chute, mais de l'acceptation. Dans cet abandon, l'ego se dissout, l'orgueil fond, et quelque chose de vaste nous envahit, la conscience, l'humilité, la grâce. On commence à comprendre que la résilience n'est pas un mur érigé contre la douleur, mais un fleuve qui la traverse. On cesse de se demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » et on commence à se demander « Qu'est-ce que cela est là pour m'apprendre ?» Ce simple changement transforme la souffrance en sagesse. Il métamorphose le chaos en sang. Il nous permet d'avancer dans la vie non pas en victime des circonstances, mais en acteur de la création. La transformation est donc à la fois émotionnelle et existentielle. Sur le plan émotionnel, il s'agit de la guérison de la honte, la douce reconquête de la dignité que la honte avait jadis enfouie. Lorsque Brown affirme que s'approprier son histoire et s'aimer tout au long de ce processus est l'acte le plus courageux que nous puissions accomplir, elle nomme cet acte sacré de reconquête. La honte isole, le courage reconnecte.
La honte réduit au silence, la vulnérabilité donne la parole. La honte cache, l'empathie révèle. Lorsque vous vous relevez, plus fort, vous ne portez plus le poids de l'indignité. Vous vous tenez debout dans votre propre histoire, sans plus vous excuser pour le désordre, les erreurs, les moments où vous avez craqué. Vous les voyez pour ce qu'ils étaient, la preuve que vous avez essayé, la preuve que vous vous êtes soucié des autres, la preuve que vous avez vécu. La transformation et l'acceptation n'ont pas une résignation passive, mais une appartenance active. Vous appartenez à nouveau à votre vie. Sur le plan existentiel, cette transformation est encore plus profonde. Elle change votre regard sur le monde. Vous commencez à comprendre que chacun, à sa manière, connaît des hauts et des bas. Vous percevez les luttes silencieuses menées derrière des sourires polis, le courage invisible qui se cache dans le quotidien. Vous apprenez à accueillir les autres non plus avec jugement, mais avec compréhension, car vous savez ce que signifie être humain. La compassion devient un réflexe, non plus une exception. Vous comprenez alors que le but de se relever n'est pas la gloire personnelle, mais la guérison collective. Chaque fois que vous vous relevez, vous donnez à quelqu'un d'autre la permission d'en faire autant. Chaque fois que vous exprimez votre vérité, vous offrez aux autres l'espace nécessaire pour exprimer la leur. Vous devenez partie intégrante de quelque chose de plus grand, une lignée humaine de courage qui traverse les générations. Nous nous relevons, non pas seuls, mais ensemble. Bien sûr, le monde ne change pas du jour au lendemain. Le bruit persiste. Les échecs sont toujours là. Les cœurs se brisent encore. Mais vous, vous êtes différent maintenant. Vous n'attendez plus que la vie soit facile. Vous ne voyez plus la douleur comme la preuve de votre incapacité. Vous savez désormais que la douleur est la preuve de votre engagement. Que aimer profondément, c'est prendre des risques importants. Que oser créer, c'est souvent échouer. Que aller pleinement, c'est tomber sans cesse et se relever avec détermination. Vous ne recherchez plus la perfection, vous recherchez la présence. Vous cessez de vouloir corriger votre histoire pour obtenir l'approbation des autres et vous commencez à la vivre pour sa vérité. Vous cessez de craindre les émotions et vous commencez à les honorer. Vous cessez de fuir l'inconfort et vous commencez à l'utiliser comme boussole. Voilà la transformation que propose Rising Strong, non pas une vie sans douleur, mais une vie pleine de sens. Car au final, il ne s'agissait jamais d'éviter la chute, mais d'apprendre à danser avec elle. Et en réfléchissant à ce processus, vous en percevez le schéma partout, dans l'art, dans la nature, dans l'âme. La chenille se dissout avant de devenir papillon. La graine se fend avant de germer. La nuit s'approfondit avant l'aube. Toute forme de vie connaît ce rythme, et vous aussi désormais. La chute n'était pas l'opposé de l'ascension, elle en était le commencement. L'échec n'était pas l'ennemi du succès, il en était le fondement. La vulnérabilité n'était pas une faiblesse, elle était la porte d'entrée du courage. Chaque paradoxe qui vous troublait autrefois révèle maintenant son harmonie. Vous comprenez que la force et la douceur n'ont jamais été destinées à s'opposer. Que la foi et le doute sont partenaires dans une même danse. Que la douleur et la beauté sont simplement deux facettes différentes de la vérité. Et de cette reconnaissance naît la paix, non pas la paix de la perfection, mais la paix de la compréhension. Cette transformation modifie aussi votre façon d'envisager le succès. Vous ne recherchez plus la validation ni le contrôle. Vous redéfinissez le succès comme l'intégrité, l'harmonie entre vos valeurs et votre façon de vivre. Vous mesurez vos journées non plus à l'aune de vos réussites, mais à celle de votre authenticité. Vous cessez de vous soucier du regard des autres et commencez à vous demander si vous vous voyez clairement. C'est la révolution intérieure que la philosophie de Brown initie. Elle vous ramène à votre cœur, à votre voix intérieure, à votre vérité profonde. Et dans ce retour, vous découvrez une force inébranlable, à l'abri des échecs extérieurs. Vous comprenez que le but n'a jamais été d'éviter de retomber, car cela arrivera. Vous trébucherez, vous douterez, vous vous briserez à nouveau. Mais désormais, vous vous relevez différemment. Vous vous relevez en pleine conscience. Vous vous relevez avec compassion. Vous vous relevez avec foi. À quoi ressemble cette foi? Ce n'est ni un optimisme aveugle, ni le déni de la douleur. C'est la conviction profonde que, quoi qu'il arrive, vous ne vous abandonnerez pas. C'est la certitude inébranlable que vous pouvez affronter la chute, car vous l'avez déjà affrontée. C'est la sagesse de comprendre que la douleur n'est pas permanente, que les émotions sont passagères, que la vie est cyclique et que chaque cycle apporte une nouvelle profondeur, une nouvelle lumière, un nouveau devenir. Vous recommencez à vous faire confiance. Vous recommencez à faire confiance à la vie.
Et cette confiance est la transformation ultime. Car une fois que vous avez confiance en votre capacité à vous relever, vous devenez libre. Libre de la peur, libre de la comparaison, libre du besoin de tout contrôler. Vous évoluez dans le monde non plus en quête d'approbation, mais en participant au déploiement de votre propre vérité. Cette liberté rayonne d'une lumière discrète. Elle n'a pas besoin de faire ses preuves, elle brille tout simplement. Ceux qui s'élèvent avec force portent cette lumière, non pas parce que leur vie est parfaite, mais parce qu'ils ont fait la paix avec l'imperfection. On le ressent lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils écoutent, lorsqu'ils aiment. Leur courage est serein, non bruyant. Leur confiance est ancrée dans le réel, non démesurée. Ils ne sont plus définis par leurs échecs, mais enrichis par eux. Et c'est à cette transformation que nous sommes tous invités, une vie qui consiste moins à impressionner le monde et davantage à exprimer son âme. Ainsi, l'histoire s'achève là où elle a véritablement commencé, dans le geste simple et sacré de se relever. Le monde ignorera peut-être toujours les combats silencieux que vous avez menés, les nuits de larmes, les peurs que vous avez affrontées. Mais vous, vous le savez. Vous portez ce savoir comme un feu constant, lumineux, vivant. Vous êtes la preuve vivante que la résilience est réelle, que le courage s'apprend, que se relever est possible même après la plus profonde chute. Vous faites désormais partie de cette lignée aux ces âmes innombrables qui ont osé se relever quand il aurait été plus facile de rester à terre. Et votre relèvement, aussi modeste soit-il, aussi lent soit-il, change tout. Il vous change. Il change ceux qui vous voient. Il change le monde d'une manière que vous ne percevrez peut-être jamais. Car le courage se propage. La guérison résonne. La vérité se répand discrètement, mais sans fin. Alors, restez où vous êtes maintenant non pas invincible, mais entier. Non pas intrépide, mais fidèle. Non pas parfait, mais libre. Repensez au chemin qui vous a mené jusqu'ici et voyez-le pour ce qu'il est, un chef-d'œuvre de transformation. Chaque chute, un coup de pinceau, chaque cicatrice, une histoire, chaque ascension, une révolution. Et tandis que vous respirez profondément en cet instant, laissez cette vérité ultime s'ancrer en vous, vous n'étiez pas destiné à vous élever sans tomber. Vous étiez destiné à vous élever grâce à cela. Voilà l'histoire humaine. Voilà le dessein divin. Voilà ce que signifie vivre, aimer, être courageux. Et lorsque la prochaine chute surviendra car elle ne manquera pas d'arriver, souvenez-vous de ceci, le courage dont vous avez besoin est déjà en vous. Votre histoire est déjà suffisante. La renaissance, comme toujours, vous attend. Car, comme le rappelle Brené Brown, et comme chaque âme courageuse finit par l'apprendre, s'approprier son histoire et s'aimer tout au long de ce processus est l'acte le plus courageux que nous puissions accomplir. Et cela, cet acte tendre, féroce et sans fin de renaissance est la plus belle transformation qui soit.